Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini. Une grande saison culturelle japonaise s'est ouverte à Paris et dans tout l'Hexagone pour célébrer le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre Paris et Tokyo. L'occasion pour nous de consacrer une semaine aux métamorphoses économiques et sociales du Japon, quelques jours avant un week-end spécial dédié à la culture nippone sur France Culture. Demain, nous verrons que la modernité de l'ère Meiji a fait advenir de nouvelles inégalités. Mercredi, nous nous intéresserons aux limites du capitalisme japonais. Jeudi, c'est la place du travail dans la société nippone qui nous occupera. Mais d'abord, ouvrons cette semaine avec l'ère d'Edo, une période de 2 siècles et demi qui marquera l'économie de l'archipel et que nous allons tenter de retracer dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et l'écho du Japon est parvenu jusqu'à nous. Nous allons parler des effets de l'isolement du Japon à l'époque d'Edo, entre le XVIIe et le XIXe siècle, en compagnie de 2 éminents historiens du Japon, Guillaume Carré, maître de conférence à l'EHESS, et Alexandre Roy, maître de conférence à l'INALCO. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Guillaume Carré et Alexandre Roy, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, dans quel contexte débute cette ère d'Edo au tout début du XVIIe siècle? Edo, il faut le dire, c'est le nom de ce village qui deviendra plus tard Tokyo. Et comment définir cette ère en quelques mots, Guillaume Carré? Donc l'époque d'Edo, on parle aussi d'époque prémoderne, succède à la période médiévale au Japon, donc qui est une période d'instabilité politique assez forte, et tout particulièrement au XVIe siècle de guerre entre des principautés guerrières rivales. Donc le Japon est réunifié en 1590 par Toyotomi Hideyoshi, et qui meurt en 1598, et après une brève guerre de succession, donc lui succède Tokugawa Ieyasu, qui est un des grands seigneurs de la guerre de la fin du XVIe siècle et qui fonde un nouveau régime politique, le shogunat, en 1603. Alors donc en 1603, il est nommé shogun, c'est-à-dire général en chef par l'empereur. Que signifie exactement ce titre ? Alors c'est un titre qu'il relève, en fait qu'il reprend, puisque c'est un régime politique qui existe déjà au Moyen-Âge. Le shogun est le chef de la condition guerrière, le chef suprême des guerriers du Japon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Japon, à cette époque, a un système politique tout à fait particulier en Asie orientale, puisque c'est une féodalité. Donc, c'est-à-dire que l'autorité publique n'est pas centralisée entre les mains d'un gouvernement central, gouvernement impérial en Chine typiquement, gouvernement royal en Corée, mais il est partagé entre plusieurs seigneurs féodaux dans tout le pays. Alors, il y a dans le Japon de l'époque d'Edo de très nombreuses principautés, entre 275 et 300, suivant les époques, qui ont toutes une large autonomie politique, financière, qui s'administrent elles-mêmes en fait. Et au-dessus de toute cette principauté, le shogun est l'autorité suprême absolue. Alors pour mieux comprendre le rôle du shogun par rapport à l'empereur, je vous propose d'écouter la réponse de l'historien Pierre-François Souiri. Les jésuites étaient plus malins parce qu'ils ont constaté que le Japon était dirigé par un roi ou par des rois, puisqu'à l'époque le pays était fragmenté en plusieurs seigneuries concurrentes, et qu'au fond de son palais à Kyoto se tenait un pape. Et si on estime que l'empereur est un pape et le shogun un roi, alors tout devient beaucoup plus clair, parce que dans le cadre des monarchies féodales occidentales,
comme vous le savez, le roi d'Angleterre est sacré roi à Canterbury par l'évêque de Canterbury, le représentant du pape en Angleterre. Le roi de France est sacré à Reims. Donc finalement, on retrouve là du coup des structures qui sont beaucoup plus proches des nôtres. Et d'une certaine façon, le shogun a besoin de la légitimité impériale pour être shogun. Mais une fois qu'il est shogun, il est en quelque sorte le vrai chef, le vrai patron de l'État nouveau qui est en train de se créer. Alors, au début du XIIIe siècle, c'est pas encore si net que ça, mais ça va le devenir très vite. Et au XVIIe siècle, le shogun est vraiment le roi. Alors c'est avec la dynastie des Tokugawa, Alexandre Roi, donc au tout début du XVIIe siècle, que le shogun devient véritablement roi. Oui, alors peut-être pour reconstituer encore plus largement cette institution du shogunat, il faut remonter relativement loin dans l'histoire, puisque c'est en 1192 que le premier shogun se voit accorder le titre par l'empereur justement. Donc ici aujourd'hui, donc on parle précisément de ces derniers siècles de ce régime qui au fait va durer près d'un millénaire. Et peut-être une originalité qu'on peut aussi préciser tout de suite dans la continuité de ce que disait Monsieur Carré, c'est que justement cette époque d'Edo, cette époque des Tokugawa, va être marquée justement par une grande paix. Et c'est une originalité. C'est peut-être pour cela qu'on peut précisément dire que il prend la stature d'un roi et qu'il va écraser aussi les autres autorités féodales, comme le disait Monsieur Carré. Donc il y a de très puissants, alors peut-être clans des seigneuries qui s'organisent au niveau régional, qui se font la guerre, donc particulièrement pendant le XVIe siècle. Et l'originalité de ce shogunat de Tokugawa, c'est effectivement, à l'issue d'une bataille particulièrement mémorable, donc fameuse, la bataille de Sekigahara en 1600, va asseoir son autorité parmi les autres seigneurs, et de ce fait se voir accorder à ce titre le titre de généralissime, général en chef, shogun en 1603. Alors pour bien comprendre les jalons de cette époque, donc l'ère d'Edo, on l'a dit, commence en 1603, finit en 1868, ce sera l'avènement de l'ère Meiji, et cette époque d'Edo est marquée, on va le voir, par un certain isolement, mais déjà auparavant, avant même le début de l'ère d'Edo, le Japon réunifié par Toyotomi Hideyoshi ne voulait pas se soumettre aux règles du commerce imposées par Pékin, Guillaume Carré. Donc ce relatif isolement dont on va parler commence avant même le XVIIe siècle. En fait, Toyotomi Hideyoshi donc parvient au pouvoir à la force de son sabre, et c'est un personnage donc dont le charisme, l'autorité repose en fait sur ses capacités militaires. Et une fois qu'il a réunifié le Japon, il voit très loin puisqu'il a des projets de poursuivre ses conquêtes sur le continent, donc en passant par la Corée et d'aller envahir l'empire des Ming. Et cela débouche sur une guerre extrêmement violente, des deux tentatives d'invasion de la Corée, donc en 1592 et en 1597, qui ravagent complètement ce pays et qui provoquent une intervention militaire des Chinois contre les Japonais. Et l'un des objectifs, probablement, de Hideyoshi, on le voit dans ses projets de conquête, il pensait établir sa nouvelle capitale continentale à Ningbo. Ningbo, c'était le grand port de commerce de la Chine avec le Japon. Le Japon ne voulait pas être l'un des vassaux de la Chine. Exactement. Au niveau commercial. Il voulait organiser à son profit donc le commerce en Asie orientale, qui était à cette époque en pleine expansion. Et alors au début du XVIIe siècle, l'accès des Japonais au commerce international était gêné par une autre décision. Afin de renforcer leur mainmise sur l'archipel, les Tokugawa interdisent en 1609 aux autres maisons guerrières de construire des navires de gros tonnage. Donc on voit que c'est aussi un enjeu politique, un enjeu de domination pour les Tokugawa. Oui, alors certainement. Donc, comme je vous l'ai dit, le commerce se développe en Asie orientale dans la seconde moitié du XVIe siècle, et en particulier dans l'ouest du Japon, où plusieurs maisons guerrières sont très impliquées donc dans des relations commerciales avec le sud-est asiatique, le Siam, Java, Malacca, etc. Et à partir du moment où les Tokugawa établissent leur hégémonie sur le pays,
puisqu'ils choisissent de laisser une certaine autonomie aux principautés guerrières, ils ne peuvent pas se permettre, en revanche, de les laisser librement entretenir des relations avec l'étranger, ce qui les rendrait très rapidement dangereux. C'est pourquoi elles vont prendre une série de mesures pour restreindre la liberté de commerce et même tout simplement de construire des navires pour ces seigneurs, surtout de l'ouest du Japon. Et c'est lorsque les Hollandais puis les Anglais arrivent à partir des années 1600 que le shogun décide de fixer les règles du commerce entre le Japon et l'étranger. Est-ce que ces premières mesures ont pu être inspirées par la Chine des Ming, qui à ce moment-là était davantage tournée vers le développement intérieur, Guillaume Carré? Alors très certainement, les Ming ont servi de modèle et aussi la Corée de Joseon à la même époque. La Chine des Ming avait mis en place à la fin du XIVe siècle une politique qu'on appelle l'interdiction maritime, qui était motivée au départ effectivement par deux choses. D'abord, la nécessité de reprendre le contrôle des côtes où sévissait la piraterie. Et également une volonté très nette chez le premier empereur des Ming de revenir à un État basé plutôt sur l'agriculture et qui limiterait le commerce, qui avait fourni de grandes ressources fiscales aux dynasties précédentes, celles des Mongols et avant eux celles des Song. Donc le système qui est mis en place est celui qu'on appelle celui de l'interdiction maritime, donc c'est-à-dire une limitation des possibilités pour les populations côtières de pouvoir se rendre à l'étranger et commercer avec l'étranger, d'une part, et d'autre part ce qu'on appelle le commerce tributaire, c'est-à-dire que la Chine étant à cette époque le grand centre économique de l'Asie, on autorise les nations étrangères à venir y commercer, à condition qu'elles rentrent dans un système de relations diplomatiques où elles reconnaissent formellement la suzeraineté de la cour chinoise. C'est ce système justement qu'avait refusé Hideyoshi, que vont refuser les Tokugawa aussi pour des questions sans doute en grande partie de prestige et de politique intérieure, puisqu'ils n'avaient pas envie de se montrer vassaux de la Chine, et donc ils vont reprendre à leur profit, centré sur le Japon, un système qui finalement s'inspire beaucoup de celui de la Chine ou de la Corée, qui également limite ses échanges extérieurs à la même époque. Et pour entrer un petit peu dans le détail, cette fermeture du Japon, elle intervient véritablement dans les années 1630 avec le shogun Iemitsu, Alexandre Roy. Quelles mesures sont alors prises ? Oui, alors tout d'abord, je pense que c'est important effectivement, le contexte régional se référant au continent, notamment donc le référent chinois. Les mesures qui sont prises, alors ce que nous on voit maintenant comme des mesures d'isolation, etc., notamment cette mesure de restriction du tonnage des navires. Il faut aussi le comprendre dans le contexte encore une fois plus large du phénomène de la piraterie maritime, ce qui a été évoqué précédemment par M. Carré. C'est-à-dire que finalement les flottes japonaises ont une très mauvaise réputation et particulièrement bien entendu justement ces clans de l'Ouest qui contrôlent les mers et qui contrôlent des flottes, alors plus ou moins directement bien entendu, mais c'est ce qui fournit, c'est ce qui trouble les relations justement diplomatiques, disons, à niveau d'État à État, entre le pôle japonais, disons, et le pôle chinois, impérial chinois, et aussi la royauté coréenne. Et lorsque les Tokugawa installent cette série de mesures qui vont s'étaler pour des raisons parfois très différentes, mais qui vont toutes converger effectivement vers, enfin, ce qu'on appelle maintenant a posteriori, un phénomène d'isolement. Mais il est absolument capital de comprendre que dans cette première phase de fondation du shogunat de Tokugawa, il est capital pour eux de continuer à être maîtres du territoire, et particulièrement de ses marges maritimes, et car il faut quand même le préciser, les Tokugawa, géographiquement parlant, viennent de la plaine du Kanto, c'est-à-dire la région actuelle de Tokyo. Donc leur capitale sera bien entendu Edo, et c'est un clan qui ne possède pas et va d'ailleurs se construire contre les clans guerriers maritimes de l'Ouest japonais. Cela précisément qui pouvait harceler les côtes coréennes, les côtes chinoises pour faire ce qu'on appelait selon les points de vue de la piraterie ou du commerce. Et alors ce phénomène d'isolement du Japon, est-ce que c'est bien ce qu'on appelle le sakoku, et comment est-ce qu'on peut le définir, Guillaume Carré ?
Alors tout d'abord, ce mot de sakoku est un mot qui apparaît assez tard finalement en japonais et qui a une histoire un petit peu curieuse puisqu'il s'agit en fait d'une traduction en japonais d'un livre écrit par un occidental au XVIIe siècle, un certain Kempfer. Et, que signifie ce mot? Alors, ça signifie le pays fermé. Pays fermé, le caractère sa de sakoku, c'est littéralement enchaîné en fait, ou bouclé avec verrouillé, fermé avec un verrou. Et donc c'était un livre qui avait été écrit par un médecin donc du comptoir hollandais de Nagasaki, où il décrivait le Japon et il décrivait sa politique vis-à-vis des étrangers effectivement comme une politique de séclusion, d'enfermement, d'isolement. Et alors comment comprendre que c'est ce mot qui est resté, que c'est cette traduction d'un livre occidental? Alors c'est une histoire intéressante puisque on voit le changement de perception finalement de cette politique au cours de l'époque d'Edo. Nous allons y venir, mais je pense, mais c'est au départ, ces mesures sont de contrôle des relations avec l'extérieur sont des mesures politiques et en particulier liées à la répression du christianisme au départ. On va en parler en effet. Et donc elles ne sont pas forcément pensées comme des mesures économiques ou des politiques économiques. Et ce d'autant plus que l'isolement est en fait tout à fait relatif, puisque le Japon maintient des relations au XVIIe siècle commerciales très actives avec l'étranger à travers ce qu'on appelle les 4 portes. Donc c'est le comptoir de Nagasaki. C'est également l'île de Tsushima qui commerce avec la Corée. C'est l'archipel des Ryukyu qui est un royaume formellement indépendant, tributaire de la Chine, donc qui commerce officiellement avec la Chine, mais qui en fait est sous la domination d'un fief de l'ouest du Japon, Satsuma. Et puis c'est également le fief de Matsumae, donc c'est la partie sud de l'actuelle île de Hokkaido, qui s'appelle à l'époque l'île d'Ezo, et qui commerce avec les populations Ainu et toute la région nord jusqu'au bassin du fleuve Amour. Donc ce n'est pas du tout un archipel qui n'a pas de relation avec l'étranger. Alors simplement, cette question de la limitation du commerce avec les étrangers commence à poser problème avec les Occidentaux à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et ce sont finalement les puissances occidentales qui mettent en avant donc cette limitation du commerce dans ces mesures et font changer la perception que les Japonais eux-mêmes en ont. Alexandre Roy. Voilà, tout à fait. Alors précisément, c'est en 1802 que le terme de sakoku va être justement réintégré dans le vocable, va être intégré et exploité en tant que tel dans le vocable japonais. Et c'est effectivement, donc là très précisément, à partir des années 1790-1800, là où les pressions russes vont commencer à se faire sentir et où ces pressions, dans un contexte plus compliqué bien entendu, mais vont nourrir une critique interne au niveau du shogunat. Et puis bon, il faut aussi peut-être préciser ici rapidement que le Japon de cette époque, on parle beaucoup du shogunat, mais on a aussi donc évoqué ces structures extérieures que sont les seigneuries, les domaines, les fiefs. Et évidemment la domination des Tokugawa qui donc occupe le shogunat est plus ou moins mal supportée bien entendu par leurs ennemis héréditaires, leurs ennemis historiques, notamment à l'ouest. Et au début sous le coup de ces pressions russes, donc dans les années 1790-1800, les ennemis, les rivaux, à l'intérieur du shogunat, entre factions bien entendu, mais aussi à l'extérieur du shogunat, vont pouvoir utiliser ces pressions croissantes, alors russes, puis bientôt britanniques, pour dénoncer et critiquer de manière générale la légitimité du shogunat. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va utiliser cette expression péjorative de sakoku, s'inspirant donc, faisant référence à l'expression de Kempfer, effectivement, et peut-être... Alors pour ce que Kempfer, je pense, désignait, pourquoi est-ce qu'il va avoir cette expression avec cette postérité de pays verrouillé, c'est principalement parce que je pense que pour un occidental, un européen, il y avait une incompréhension de cette fermeture. Oui, enfin, c'est la fermeture à quoi? Ce n'est pas la fermeture ni aux Chinois, ni aux continentaux. Bon, c'est une fermeture sélective, d'une limitation certes parfois, mais c'est une fermeture par contre radicale, effectivement, à l'élément chrétien.
Alors Et justement, bien entendu, ça, pour un bon chrétien, c'est forcément un pays fermé. Au christianisme, c'est forcément un pays fermé. d'un mot, Guillaume Carré. Oui, si je peux ajouter quelque chose, ce que Kempfer met en avant, ce n'est pas tellement une limitation des relations économiques que le fait que les Japonais refusent d'avoir des relations avec d'autres étrangers et d'autres occidentaux, en particulier que les Hollandais et à Nagasaki, en limitant très fortement leur liberté de mouvement, par exemple. Alors vous l'avez dit, donc l'une des raisons de cette fermeture, c'est la crainte de la propagation du christianisme. Je vous propose d'écouter un extrait de Silence, un film de Scorsese, sorti sur les écrans l'an dernier et qui relate l'histoire de deux jésuites envoyés au Japon justement au XVIIe siècle. Le gouverneur de Nagasaki a conduit 4 religieux et un prêtre de notre compagnie de Jésus au mont Hunsen. Il y a des sources bouillonnantes par ici. Les Japonais les nomment les enfers, d'un certain côté par moquerie, mais d'un autre côté, je dois l'admettre, parce que c'est exactement ça. Les officiels avaient ordonné à nos prêtres de renoncer à Dieu et à sa parole d'amour. Mais ils n'ont pas seulement refusé d'apostasier. Ils ont réclamé les tortures pour prouver la force de leur foi et la présence de Dieu en eux. Certains ont demeuré sur la montagne pendant 33 jours. Le récit de leur courage nous donne de l'espoir à nous, les prêtres qui officient ici en secret. Nous n'abandonnerons pas les chrétiens cachés qui vivent dans la peur. Le père Valignano lisant une lettre à ses collègues Sebastião Rodrigues et Francisco Garupe, les deux héros du film. Alors comment comprendre cette crainte du christianisme au Japon, Guillaume Carré? Comment l'explique-t-on? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la crainte d'une religion qui est associée à des puissances coloniales. À cette époque, le Portugal est tombé sous domination espagnole. Les Espagnols sont installés aux Philippines. Et les Japonais apprennent, par exemple, quel a été le sort des Indiens d'Amérique au Mexique, etc. Et ils peuvent envisager qu'on ait les mêmes projets pour eux. Une autre raison est liée aussi à la construction même du pouvoir des Tokugawa qui se construit en abaissant la puissance des grandes écoles bouddhiques qui étaient au Moyen-Âge de formidables puissances économiques et militaires. Elles ont toutes été mises au pas, parfois de manière très brutale. Et donc la religion est placée sous le contrôle en fait de l'autorité shogunale. Et les chrétiens, donc qui eux obéissent à des maîtres extérieurs, à un pape lointain qui leur donne ses instructions, sont bien sûr perçus comme des éléments potentiellement contestataires et perturbateurs, et donc à éliminer. Et quelles conséquences en cela le grand soulèvement paysan de Shimabara de 1637, lors duquel les chrétiens japonais ont joué les premiers rôles, quelles conséquences l'a eu sur l'accélération de cette fermeture japonaise, Alexandre Roy? Ça a donné du grain à moudre au Tokugawa? Oui, sans aucun doute. Oui, ça leur a permis évidemment de décréter l'interdit pur et dur et absolu à partir de cette date du christianisme. Mais justement, peut-être effectivement, donc le christianisme en tant que religion, c'est forcément un problème. Mais là, encore une fois, on peut le relier à des problématiques plus sociales ou économiques ou géopolitiques. C'est-à-dire que le christianisme, le travail des missionnaires, avait porté ses fruits, particulièrement dans le sud du pays. Justement, ces marges méridionales qui, on l'a évoqué tout à l'heure, pouvaient se livrer à de la piraterie sur les côtes du continent et se livrer au commerce et étaient liées à des seigneuries extérieures au shogunat. Donc, lorsque la révolte de Shimabara éclate, il y a bien entendu des raisons de foi, disons, à cette révolte, mais il y a aussi des raisons sociales et politiques, encore une fois. Et c'est vrai que le shogunat de Tokugawa va pouvoir se servir. Il faut se rappeler que donc le shogunat des Tokugawa s'est érigé fortement, mais dans les années 1600, et que là on est donc une trentaine d'années après l'érection de ce shogunat, et que à ce moment-là on est loin de savoir que le shogunat va durer quasiment 3 siècles. Donc lorsque la révolte éclate, et en cela il faut quand même bien voir que la révolte atteint une échelle colossale, c'est toute une région, des centaines de milliers de révoltés. Mais ça va permettre au shogunat de donner le tour de vis radical qui va leur permettre effectivement aussi de prendre pied de manière
permanente sur l'île de Kyushu. Et par ailleurs, peut-être qu'il faut ajouter qu'à cette époque-là, le Japon redoute aussi la montée en puissance des Mandchous en Chine, qui vont renverser la dynastie des Ming et instaurer une nouvelle dynastie, celle des Qing. C'est aussi ce qui explique la fermeture de l'archipel, Guillaume Carré ? Oui, certainement, le contexte international à cette époque est très troublé. Il va le rester en fait dans les années 1680, puisque la conquête de la Chine par les Mandchous va être progressive. Et en particulier, les conquérants mandchous vont avoir affaire à des populations maritimes du sud de la Chine qui vont leur résister très vigoureusement, en s'adonnant aussi à des activités de piraterie, c'est-à-dire des activités de contrebande et de commerce illégal. Donc la situation est très instable. Le Japon, qui a vu la Corée envahie par les Mandchous, redoute de les voir à son tour déferler sur l'archipel, et donc choisit, sous le gouvernement du troisième shogun, Iemitsu, de renforcer finalement cette politique d'isolement, enfin, de retrait diplomatique, en limitant à des partenaires choisis ses relations avec l'étranger. Et la restriction des relations des Japonais avec l'extérieur est même considérée par les gouvernants comme l'une des lois fondatrices du régime des Tokugawa. Et on cherche à glorifier ce régime Tokugawa pour le faire durer, peut-être en construisant l'idée selon laquelle le régime serait dépositaire de la culture face aux barbares. Oui, donc comme vous l'avez fait remarquer, ce système de relations diplomatiques s'inspire de la Chine, c'est-à-dire qu'il place le Japon en position de centre de civilisation auquel les autres nations viennent rendre hommage. Et en remerciement, le shogun leur fait la grâce d'échanges commerciaux, de permettre donc de venir commercer au Japon. Alors, c'est bien entendu une fiction, parce que à cette époque-là, il n'y a pas de commune mesure entre la puissance et la richesse du Japon et celle de la Chine. Donc ça impose de limiter les partenaires à des partenaires qui sont suffisamment complaisants pour se prêter à ce genre de théâtre. Ce sont les Hollandais qui viennent commercer. C'est la Corée qui acceptent d'envoyer des missions diplomatiques pour des questions de sécurité, essentiellement, parce qu'ils ont l'expérience des invasions japonaises. Et à l'intérieur du Japon, donc, le shogun exploite ces envois d'ambassades qui sont promenés dans le pays à grand renfort de publicité, donc par toute une propagande qui, en fait, en quelque sorte, la grande puissance régionale, donc auquel les étrangers viennent prêter hommage. Cependant, l'archipel a alors besoin de marchandises, des marchandises chinoises qui continuent à être importées au Japon tout au long du XVIIe siècle, et cela passe en grande partie par les contrebandiers, comme on peut l'entendre dans cet extrait d'une émission de France Culture de 1972. Le gouvernement japonais du XVIIe au XIXe siècle a été obligé de lutter contre la contrebande. Et la contrebande n'a jamais cessé d'exister. Dans cette mesure-là, il est impossible de dire que le Japon se soit fermé. Un pays insulaire ne peut pas se fermer. Et tout le Kyushu a été constamment assailli par des bateaux chinois, n'est-ce pas, qui faisaient de la contrebande. C'est tout à fait certain. Puisque dans les documents, on retrouve des références à une lutte contre la contrebande, c'est donc que la contrebande existait. Alexandre Roy, les autorités combattent la contrebande, mais aussi parfois ferment les yeux. Oui, en fait, là, c'est justement tout le problème géopolitique du shogunat. C'est-à-dire qu'on y revient, il tient Nagasaki et il veut bien entendu donc imposer son monopole sur les échanges. Donc effectivement avec le continent, avec la Chine, il y a un double problème, c'est que politiquement alors, il faut relever, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation des Ming. L'empire s'effondre, la dynastie des Qing, donc dans les années 1640, s'érige sur le continent, et c'est effectivement exactement à ce moment-là que, au Japon, le shogunat Tokugawa finit finalement d'achever sa période, peut-on dire, de fondation, d'affirmation de son autorité dans les années 1640, notamment en interdisant purement et simplement toute forme de christianisme. Mais c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle donne régionale, et
À partir de ces années 1640, alors effectivement, il y a le pouvoir des Qing n'est en réalité véritablement assis qu'à partir des années 1680, car une résistance armée farouche est maintenue donc effectivement particulièrement dans la région côtière du sud de la Chine, au niveau du Fujian et de Taïwan particulièrement. Et pendant ce quasi demi-siècle, il est relativement aisé pour le shogunat d'éviter le regard, disons, de la nouvelle dynastie chinoise à Pékin. Et c'est important de relever que si justement donc les relations commerciales, elles, n'ont jamais été interrompues avec ce qu'il faut appeler les commerçants chinois, mais c'était un commerce donc purement d'ordre privé, ne sera jamais interrompu, va poser un certain nombre de problèmes, donc notamment de contrebande, puisque c'est un commerce qui, d'ailleurs, du point de vue chinois, est forcément officieux, contrebandier, puisque il n'est pas forcément, il n'y a pas de relation entre les deux pays, et à partir de ce moment-là, le commerce n'est pas censé avoir lieu. Guillaume Carré, peut-être un mot sur cette contrebande ? Oui, alors en fait, les relations, si on remonte un petit peu plus loin, au XVIe siècle, donc juste avant l'établissement du shogunat des Tokugawa, s'est produit au Japon un événement tout à fait capital pour l'histoire de l'Asie orientale, c'est qu'on y a découvert d'importants gisements d'argent. Et à partir de ce moment-là, le Japon est devenu en quelque sorte le financier du commerce international dans toute l'Asie orientale. Et ce qui a en particulier attiré le commerce privé chinois, un commerce illégal, puisque normalement on n'avait pas le droit de commercer avec le Japon. Et donc il y a toute une tradition de piraterie qui se développe à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les pirates japonais, entre la Chine du Sud et le Japon, et qui va persister jusqu'à la fin du XVIIe siècle, quand finalement les Qing, donc les Mandchous, parviennent à établir définitivement leur autorité sur le Sud. Après, la contrebande ne disparaît pas, elle ne disparaîtra jamais, mais elle va quand même beaucoup se réduire, et les relations, disons, donc commerciales entre marchands chinois et marchands japonais vont prendre un tour d'autant plus pacifique que le shogunat lui-même fait une chasse impitoyable aux pirates pour assurer la sécurité des mers.
sûr Entendez-vous l'écho, vous écoutez Tsubayado Bushi de Nami Makioka. On parle de l'économie japonaise à l'époque d'Edo du XVIIe au milieu du XIXe siècle avec Guillaume Carré et Alexandre Roy. Alors, quelles sont les marchandises échangées par le Japon durant cette période ? Les deux sources de richesse de l'ère d'Edo, Guillaume Carré, ce sont le riz d'une part et les matières précieuses, l'or et l'argent de l'autre. Oui, alors ce sont deux richesses de base, mais le riz c'est plutôt sur un plan intérieur, puisque en fait le Japon n'est pas un exportateur de riz. Le riz est avant tout le principal moyen de paiement fiscal. C'est-à-dire que lors de l'unification du pays par Toyotomi Hideyoshi, le nouveau pouvoir guerrier unifié a établi un grand cadastre général dans toutes les provinces et a également complètement réformé le système fiscal médiéval qui est extrêmement compliqué avec beaucoup d'ayants droit, disons, qui se superposaient les uns aux autres. Et il a tout unifié donc par un paiement en riz à l'autorité guerrière. Et le paiement en riz, en fait, est basé sur ce cadastre qui évalue la production des terres en riz, quelle que soit la production réelle. C'est-à-dire que même si vous produisez tout à fait autre chose, du coton par exemple, il y a des barèmes, un système qui fait que la production est évaluée en riz et donc l'impôt payé par les villages doit aussi être théoriquement payé en riz, éventuellement converti en autre chose, une somme de monnaie. Donc c'est la principale richesse en fait des pouvoirs guerriers et du shogunat, puisque c'est ce riz qui est perçu donc lors des prélèvements fiscaux. Et puis il y a les mines d'or et d'argent qui connaissent un essor exceptionnel, vous commenciez à le dire, au XVIe et XVIIe siècle. Le Japon échange des pièces d'or et d'argent, notamment contre de la soie de Chine. Voilà, donc le Japon est devenu, à partir des années 1530, où on importe de Corée une nouvelle technique de purification des métaux précieux qui s'appelle la coupellation. Donc commence à exploiter des gisements qui jusqu'alors ne l'étaient pas parce que le métal n'était pas d'assez bonne qualité. C'est surtout un très gros producteur d'argent, probablement au XVIIe siècle, le second producteur mondial après les mines du Potosi au Pérou. Et c'est le premier producteur en Asie. Donc on a par exemple en Chine à cette époque un véritable tsunami d'argent qui déferle sur la Chine des Ming, qui stimule le commerce, mais qui également cause toutes sortes de problèmes sociaux liés à l'inflation. On a longtemps pensé que c'était dû aux importations d'argent américain via les Philippines, et en fait, les recherches donc de ces dernières décennies ont établi qu'il s'agissait majoritairement d'argent japonais. Voilà, donc cela donne finalement au Japon une situation tout à fait nouvelle dans l'économie de l'Asie orientale, puisque auparavant au Moyen-Âge c'est quand même un pays assez marginal dans le système économique centré sur la Chine, qui fournit des matières premières, par exemple comme le soufre. Donc, le Japon est un gros producteur aussi, puisque c'est un archipel volcanique. Mais donc qui est un pays tout à fait secondaire, alors qu'il devient finalement à partir de la seconde moitié du XVIe siècle le point d'attraction de tous les marchands d'Asie orientale, non seulement les Chinois, mais aussi les marchands occidentaux, les Portugais, et puis après les Anglais, les Hollandais. Le problème, Alexandre Roy, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, ce qu'on constate, c'est une fuite des métaux précieux et en particulier de l'argent hors du Japon, ce qui entraîne une déflation considérable dans l'archipel. Oui, alors il faut le souligner, le Japon, parce qu'il est très souvent présenté comme un pays pauvre, au sous-sol pauvre, mais en réalité, bon, comme on le voit par exemple ici, c'est la terre la plus riche en Asie orientale. Il est riche de gisements d'or, d'argent, mais aussi de cuivre. Et au cours de la période qui nous intéresse, et particulièrement à la fin du XVIIe siècle, au cours des années 1680, il y a un grand problème, c'est que justement les mines d'argent japonaises commencent à s'essouffler, et c'est précisément pendant cette décennie 1680, comme on l'a dit, que les commerçants chinois, puisque les Qing mettent un terme à leur politique de restriction maritime, que les commerçants chinois vont pouvoir reprendre le large et vont donc se précipiter au Japon, autour de Nagasaki, en quelques années,
Le nombre de navires qui se présentent à Nagasaki, donc et réclamant effectivement de l'argent, va se voir multiplié par 4, par 5. On va avoir plusieurs centaines de navires chinois se présentent à Nagasaki. Le shogunat est totalement dépassé, surtout que donc à partir de ces années-là, eh bien l'extraction d'argent, de minerais, ne parvient pas à suivre. Et pour empêcher cette sérieuse pénurie de monnaie, c'est là que le shogunat limite le montant total des transactions par an avec la Chine et la Hollande à partir de 1685. Voilà, alors il essaye, bien entendu, et cela cause, c'est là que on retombe, on va croiser la problématique de la contrebande, c'est que justement ces centaines de navires chinois qui viennent pour prendre de l'argent, le shogunat leur refuse, eh bien ils vont essayer bien entendu d'aller voir ailleurs s'ils peuvent obtenir cet argent, et c'est dans ce contexte-là que la contrebande, comme l'extrait qu'on a passé tout à l'heure l'évoquait, va constituer un problème chronique et géopolitique d'importance pour le pays. Et alors une des manières pour le pouvoir shogunal de régler ce problème-là, ça va être de payer les commerçants chinois avec du cuivre. Car l'extraction, justement le shogunat, vous voyez, le Japon est un pays très riche, n'est-ce pas, puisqu'il se permet après, à peine l'argent commence à s'épuiser, que l'on développe l'extraction du cuivre. Nombre de ces gisements sont aussi dans le sud, d'ailleurs, particulièrement du Japon, enfin pour l'argent et le cuivre. Mais sauf qu'Alexandre Roy, pardon de vous interrompre, mais oui. ça ne suffit pas. La pénurie de monnaie continue, la déflation continue également. Et alors pour y remédier, l'inspecteur des finances, alors Ojiwara, a alors l'idée de baisser la qualité des pièces d'or pour qu'il y ait plus de pièces en circulation. Guillaume Carré, l'économie repart à ce moment-là ? Oui, alors plutôt que de déflation, on parle de famine monétaire, c'est-à-dire que assez clairement, à la fin du XVIIe siècle, qui est une période de très fort développement économique au Japon, des échanges intérieurs, on a la perception que la monnaie ne suffit plus. Et c'est par exemple à ce moment-là qu'on voit dans certaines régions du Japon se développer les premières monnaies de papier. Que les principautés, donc les fiefs eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus de monnaie ou surtout ils veulent réserver la monnaie métallique au pouvoir seigneurial, commencent à fabriquer des monnaies de papier et donc en imposent l'usage sur leur territoire. Alors, effectivement, comme il n'y a plus assez de monnaie, mais que d'un autre côté, les mines, elles, se sont épuisées, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de dégrader la monnaie. Et une décision qui est prise à partir des années 1690 par le préfet des comptes, c'est-à-dire une sorte de ministre des finances du shogunat, Ogiwara Shigehide, qui va dégrader la monnaie en plusieurs opérations. Et il va aller assez loin, puisque au départ, la monnaie d'argent, par exemple, compte 80% d'argent et 20% de cuivre. Et à la fin, lors des toutes dernières refontes monétaires, les proportions vont s'inverser, c'est-à-dire qu'on va avoir c'est pas du cuivre, c'est du plomb. On va avoir une monnaie à 80% de plomb et 20% d'argent. Et ce qui se passe alors dans le royaume, c'est en quelque sorte une illustration de la théorie de Gresham, Guillaume Carré, selon laquelle la mauvaise monnaie, celle qui se dévalue, chasse la bonne monnaie. Oui, alors finalement, pendant plusieurs années, la politique d'Ogiwara semble avoir rencontré un certain succès, probablement parce qu'elle répondait à un besoin d'expansion de la masse monétaire de l'économie. Jusqu'au jour où il va aller vraiment trop loin et où cette fois-ci, pratiquement d'un coup, la confiance dans la monnaie shogunale va s'effondrer et les prix vont s'envoler. Surtout que le Japon n'est pas un système, c'est un système où on ne change pas avec des monnaies étrangères, donc il n'y a pas ce risque de change, mais en revanche, il y a un change interne entre or et argent. Et donc, s'il y a un trop grand déséquilibre entre ces deux métaux, eh bien, cela cause toutes sortes de perturbations sur le marché très très graves. Et tout au long de cette période, Alexandre Roy, les ministres des Finances vont jouer sur cette possibilité de refondre les pièces, notamment après le séisme de 1703. Oui, alors il faut rappeler pour les auditeurs que, ou le dire tout simplement, au niveau des étalons monétaires, si l'on peut dire, dans les pratiques, le Japon est lui-même divisé en deux régions. Généralement, vous avez le Japon de l'Est qui utilise beaucoup d'or,
et le Japon de l'Ouest, donc celui qui est proche, par exemple, donc de la Chine, du continent, qui se fonde principalement sur l'étalon argent. Et effectivement, en réalité, en mettant le doigt dans ces refontes monétaires, le shogunat va en réalité perdre le contrôle de ce qu'il initiait dans un premier temps. Parce qu'effectivement, et c'est quand même essentiel à rappeler, c'est que la structure du Japon, disons, est féodale. C'est peut-être pas une expression très satisfaisante, on pourra en discuter, mais effectivement, il y a des structures régionales très fortes, et avec des autonomies, notamment seigneuriales, qui expliquent que justement, par exemple, au niveau régional, eh bien, les seigneurs, pour fuir la monnaie dégradée, vont pouvoir, pour assurer les besoins d'échange, le développement de l'échange, émettre leur propre monnaie, ou en tout cas les délégués plus ou moins en permanence à de très grands marchands qui leur sont attachés. Et c'est cela qui va probablement aussi expliquer les grands chamboulements que va connaître le Japon au début du XVIIIe siècle. Mais je pense qu'il faut essayer de garder une vision. Je pense que en fait c'est le Japon prémoderne entre guillemets qui fait face de plus en plus à des problématiques nouvelles, et les outils, il est dépourvu, disons, des outils même parfois théoriques qui auraient pu lui permettre de répondre, et il va devoir faire ses preuves par la pratique, et ce sera un problème, bien entendu. Et c'est le fait d'indexer pour la première fois au Japon la valeur de l'argent sur l'or en 1772 qui va permettre justement d'unifier le pays et de stabiliser le cours de la monnaie, Guillaume Carré? Oui, alors c'est le shogunat en fait est confronté à cause de cette différence des métaux précieux en usage dans ces territoires à un problème insoluble. Le centre économique du pays, c'est-à-dire la région d'Osaka, la région de Kyoto, qui est l'endroit où l'on convertit le riz fiscal en monnaie, est une zone argent. C'est également là que le shogunat effectue la plupart de ses achats, donc économiques, de produits manufacturés. Le grand centre de consommation, c'est la capitale shogunale, c'est Edo, donc actuellement Tokyo, c'est une zone or. Et donc entre les deux, qui sont toutes les deux territoires des territoires shogunaux, il y a nécessité d'une opération de change. Alors, soit l'argent est cher, et dans ce cas-là, on perd sur l'or, soit l'or est cher et on perd sur l'argent. Donc, il y a toujours un problème, finalement, que le shogunat va chercher à résoudre en imposant l'or comme monnaie principale. L'or qui est la monnaie de sa capitale. Et il va plus ou moins y réussir à la fin du XVIIIe siècle en créant effectivement des monnaies d'argent qui sont de très bonne qualité, mais qui circulent en fait avec la valeur faciale de monnaie d'or. C'est-à-dire qu'en réalité, elles valent plus cher que leur valeur d'argent changée en or si on se tient au cours du marché. Et grâce à au départ, je vous ai dit, ce sont des monnaies de très très bonne qualité, donc qui finalement parviennent à gagner la confiance des usagers. Et au XIXe siècle, une fois que cette coutume s'est installée, on va recommencer à dégrader la monnaie, c'est-à-dire produire des pièces de plus en plus mauvaise qualité avec ces valeurs de pièces d'or. Ce qu'il faut dire aussi, qui est important, c'est de montrer comment le Japon développe sa production intérieure, diversifie sa production intérieure, et comment les échanges internes s'intensifient tout au long de cette période. Au XVIIe siècle, le Japon réussit, par exemple, à répondre aux besoins de sa population en coton, Alexandre Roy. Oui, alors, en ce qui concerne le développement du marché, puisque c'est la structure, c'est vrai que il faut peut-être tout de suite préciser d'ailleurs que on a beaucoup parlé du commerce extérieur. Disons qu'au niveau intérieur, il y a la grande nouveauté pour le Japon de cette époque d'Edo, finalement, c'est la paix. Et c'est justement, même s'il n'a pas forcément les moyens de l'appliquer sur toute la période, mais le shogunat, effectivement, incarne une volonté de donner une direction propre, matérielle, que ce soit par la question monétaire, on le voit, le shogunat essaye de contrôler les choses, même si, effectivement, les choses ne sont pas aisées. Et au niveau la réalité du marché, la réalité des populations japonaises d'alors, ça reste une réalité plutôt régionale, avec des marchés plutôt régionaux. Le premier marché qu'on pourrait qualifier de national, c'est effectivement ces circuits du riz qui vont être exportés depuis toutes les régions, qui vont converger en partie seulement, mais on peut estimer il y a à peu près 10% de la production de riz
à l'échelle nationale qui convergent vers Osaka. Et ce riz, il est convoyé par les autorités pour obtenir, en lieu et place de ce riz, de la monnaie. Et de la monnaie, par exemple d'argent, enfin de la bonne monnaie pour effectivement, notamment, régler leurs dépenses à Edo, à la capitale, où le shogunat oblige les tous les clans seigneuriaux à résider, au moins en partie. Guillaume Carré, c'est la production et la consommation intérieure qui vont permettre véritablement que cette période de formidable croissance, à la fois économique et démographique, advienne durant l'époque d'Edo. Oui, en réalité, donc la société va traverser de très profondes transformations au cours de la période d'Edo. Et vous parliez tout à l'heure de l'exemple du coton, c'est assez caractéristique puisque le coton au XVIe siècle, donc durant la période des guerres entre principautés, entre seigneurs féodaux, c'est une production de luxe que l'on fait venir de Corée à grands frais et que les seigneurs de la guerre d'ailleurs réservent plutôt à leurs armées, à leurs soldats. Et au XVIIe siècle, en revanche, les exportations de coton depuis la Corée deviennent de moins en moins nécessaires, alors que la consommation elle-même explose. Tout simplement parce que dans les campagnes japonaises, les paysans commencent à se vêtir de coton, qu'ils préfèrent au tissu qu'ils avaient jusqu'à présent, du chanvre surtout, qui est plus chaud en hiver, absorbe mieux la sueur en été, donc aussi peut être teint plus facilement. Et ces changements d'ailleurs ne sont pas entravés par le pouvoir seigneurial, qui plutôt donc préfère avoir des paysans bien vêtus pour qu'ils travaillent mieux et payent l'impôt dans de bonnes conditions. Mais cette époque est aussi la période des restrictions des importations de soie chinoise. Alors, est-ce que certains historiens japonais font de la limitation des échanges extérieurs l'une des clés du développement économique de l'époque d'Edo? Est-ce que c'est aussi votre avis? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle de développement économique inverse par rapport à l'Occident, Guillaume Carré? Alors, je serais plus mesuré. Disons que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début de la période d'Edo, cette question des importations ne concerne finalement qu'une frange assez peu nombreuse de la population japonaise, c'est-à-dire celle qui a les moyens de payer ces importations de produits de luxe. Le reste de la société vit d'une économie de subsistance. Tout cela va se modifier au cours de la période d'Edo puisque les échanges vont progresser, également les mœurs vont changer avec le développement d'une population citadine, c'est très importante. Et on peut considérer qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, y compris dans les campagnes, on est en train de passer d'une économie de subsistance à une économie d'échange généralisée qui incite en particulier les paysans à laisser les cultures vivrières pour des cultures destinées à être commercialisées. Donc tout cela se produit dans un contexte qui est celui de l'isolement, donc la restriction des échanges extérieurs. Mais on voit qu'en fait c'est d'avant tout la stimulation de la demande intérieure qui va inciter donc les populations à développer donc ces nouveaux secteurs économiques. Et en même temps, à la même période, à la fin du XVIIIe siècle, certains penseurs commencent à remettre en cause cette limitation des contacts avec l'extérieur imposée par les Tokugawa. Oui, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a une pression nouvelle des puissances occidentales. C'est d'abord l'Empire russe, donc qui arrive sur les marges septentrionales du Japon, du côté des Kuriles ou de Hokkaido, donc Ezo à cette époque. Et puis bientôt suivi par, au début du XIXe siècle, les Anglais, les Français, etc. Et qui, eux, mettent en avant justement la liberté de commerce. Donc, qui demande au shogunat de s'ouvrir au commerce parce que ça semble désormais une anomalie ou un anachronisme. Et ce n'est pas seulement à la Chine d'ailleurs que s'adresse c'est pas seulement au Japon que s'adressent ces demandes, mais aussi à la Chine. Et on sait que ça débouche sur les guerres de l'opium.
Et c'est ce qui va mener à l'ouverture des ports dans les années 1850 et 1860. Alexandre Roy, on peut dire que c'est ce qui va entraîner l'avènement de l'ère Meiji. Oui, alors bon, là, c'est la grande question. Je pense que je préférais essayer de combiner, au fait, toutes les dynamiques qu'on a évoquées. C'est-à-dire que cette question internationale, elle va se greffer sur une réalité, un des problèmes géopolitiques internes au Japon, du shogunat, face à ses périphéries. Il va essayer assez rapidement de contrôler la marge nord, mais sur la marge sud, là, il va retrouver les clans seigneuriaux, ses rivaux ancestraux, qui, notamment avec leurs contacts, évidemment, donc cette question de la contrebande qu'on a évoquée va devenir un très grand problème dans cette première moitié du XIXe siècle, particulièrement dans ce contexte de nouvelles percées des Occidentaux avec de nouvelles armes, un petit peu comme ce qui s'était passé au XVIe siècle d'ailleurs. Et c'est cette combinaison. Alors, je voudrais juste, ce serait dommage, je voudrais évoquer rapidement parce que pour que les auditeurs aussi comprennent. On arrive presque au terme de cette émission. Voilà. Donc la big picture, comme on dit en anglais, c'est au XVIIe siècle, il faut retenir l'idée d'une croissance extensive. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué, mais enfin la population japonaise double voire triple selon les estimations. Et au XVIIIe siècle, on a une phase d'affaissement, une stagnation assez claire et qu'on a du mal à expliquer, mais c'est important parce que ce qu'évoquait M. Carré à la fin du XVIIIe siècle, ce développement effectivement de cultures particulières, le coton, etc., se combine à l'initiative de seigneuries, notamment pour régler leurs problèmes financiers. Et ces seigneuries-là, parmi celles-là, il y a notamment celle du Sud, des marges, et lorsque les Occidentaux, au même moment, vont commencer à reposer le problème du commerce international, eh bien ces seigneuries vont pouvoir se jeter sur cette question-là pour en faire un problème intérieur aussi, et du coup renverser le shogunat. Et pour cela, il vaut mieux peut-être parler d'ouverture sélective plutôt que de fermeture des Japons pendant l'ère d'Edo. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna. Bonjour Tiffany, bonjour à tous. Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la décision du gouvernement japonais d'ouvrir son pays à l'immigration économique. Exactement, les autorités japonaises ont ainsi rendu public la semaine dernière un projet de loi visant à faciliter l'acquisition de titres de séjour jusqu'alors réservés à des travailleurs hautement qualifiés. Ces travailleurs venus d'ailleurs pourront désormais exercer une dizaine de nouvelles professions dans des secteurs tels que l'agriculture, la pêche ou encore les soins aux personnes âgées. Pour le quotidien Mainichi Shimbun, l'un des journaux de référence au Japon, cette décision constitue un véritable tournant dans la politique migratoire du pays. Car officiellement, le Japon n'a pas recours à la main-d'œuvre étrangère, sauf pour des spécialistes venant notamment de pays émergents et censés apprendre le savoir-faire japonais afin de le rapporter dans leur pays. Un discours politique toutefois bien loin de la réalité, Arjuna. Oui, car ces proclamations visent avant tout à affirmer la capacité du gouvernement à contrôler son propre territoire. Le pouvoir actuel s'ancre ainsi dans une tradition d'ouverture et de fermeture successive du Japon au monde. Mais face à ces discours d'ordre et de maîtrise, la situation est tout autre. Si la main-d'œuvre étrangère ne représente officiellement que 2% de la population active, c'est qu'elle se niche en réalité dans les méandres et les subtilités du droit japonais. La population est composée d'étudiants et de faux stagiaires, souvent dans les mains de passeurs et comme le rapporte un article du Figaro, maintenus parfois dans les statuts de semi-esclavage. Des artifices qui permettent ainsi au gouvernement japonais de combler les secteurs en tension tout en maintenant un discours de contrôle et de fermeté à l'endroit de son électorat. Des subterfuges toutefois insuffisants face aux besoins croissants en main-d'œuvre de l'économie japonaise. Exactement, il faut dire que le Japon se trouve dans une situation économique qui peut nous paraître bien exotique sous nos tropiques du chômage de masse et de longue durée. Au Japon, c'est un problème de plein emploi qui se pose avec seulement 2,8% de la population active qui ne travaille pas. Les pénuries se font sentir dans de nombreux secteurs, du bâtiment, de l'agriculture ou encore de la santé. Comme bien souvent, pour comprendre l'évolution économique et politique du pays, il convient de se tourner vers sa pyramide des âges, cette figure géométrique qui dessine par ses courbes et ses déliés les réalités complexes d'une société. En l'occurrence, le constat est assez simple, la population japonaise vieillit et l'économie manque de main-d'œuvre. Oui, le pays du soleil levant connaît ainsi le deuxième taux de fécondité le plus faible au monde, et ce depuis des années. Une baisse continue de la natalité qui a entraîné une réduction de même ampleur de la population en âge de travailler. Le gouvernement Abe a bien entendu cherché dans un premier temps à appliquer les logiques traditionnelles du
néolibéralisme en pratiquant la précarisation et la flexibilisation du marché du travail. Le Premier ministre a également encouragé les personnes éloignées de l'emploi à reprendre le travail, avec en ligne de mire les mères de famille et les retraités. Les plus de 65 ans ont ainsi effectué ces dernières années un retour en force sur le marché du travail et représentent aujourd'hui plus de 10% des salariés. Ils sont en réalité souvent forcés de reprendre le travail entre petits boulots et emplois précaires pour faire face à la faiblesse de leur retraite. Mais le gouvernement a fini par se rendre à l'évidence et a dû accepter qu'il ne pourrait combler les importants besoins de main-d'œuvre de son économie en mobilisant uniquement les travailleurs japonais, privilège des pays retirés du monde. Le Japon a donc fini par mettre en œuvre cette politique d'immigration choisie. Une embauche au cas par cas de travailleurs étrangers qui semble pourtant en deçà des défis qui attendent l'archipel, alors que le pays devrait perdre d'ici à 2050 40 millions d'habitants, soit un tiers de sa population actuelle. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Guillaume Carré de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette discussion. Je rappelle l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, l'histoire du Japon, des origines à nos jours, publié chez Hermann Histoire. Et un grand merci à vous également Alexandre Roy. À noter que vous avez traduit Les forces régionales de la révolution industrielle au Japon de Nakamura Naofumi avec Claude Michel Laine. Une traduction à apparaître aux Belles Lettres début 2019. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, #Entendez-vous l'écho.